Je vais à Paris 7. Monsieur Georges Métayer nous faisait les cours de chinois. C'était lui. Et puis j'ai passé le duel, et puis deuxième année, et en troisième année, alors là en revanche, je me rappelle bien de certains de mes professeurs, parce qu'il y avait Monsieur Jacques Gernet, qui ensuite est entré, avec son monde chinois, est entré au Collège de France. Monsieur Jacques Gernet vient de décéder hein, en mars 2018. J'aimais beaucoup ses cours, donc je travaillais très bien, donc j'avais toujours des bonnes notes. Et j'ai retrouvé donc Monsieur Jacques Gernet en 1996 au cimetière du Montparnasse à l'enterrement de Monsieur Audricourt. Et je suis allée vers lui, donc 20 ans plus tard, pour le saluer. Et Monsieur Gernet n'avait pas changé. Et je lui ai dit, vous ne me reconnaissez pas? Et il m'a dit, si, si, madame, très bien. Alors j'ai été étonnée. D'abord j'étais très contente. Je me suis dit, pas trop changé. Mais bon, il avait, comme moi, on mémorise certains étudiants. J'avais aussi Madame Viviane Alton pour la linguistique. Et j'avais surtout Monsieur François Chang aussi pour la, pas surtout parce que c'était deux grands messieurs, pour la poésie. Il nous la chantait, il nous rythmait les caractères, 5, 7, etc. C'était absolument merveilleux. Et je crois qu'il est à l'Académie française aujourd'hui, Monsieur François Chang. Et j'avais pour le chinois classique Madame Verlès, et j'avais pour le chinois parlé Monsieur Lysenko. Monsieur Lysenko, son nom, c'est pas chinois, il venait d'Union soviétique. Mais il était né la belle époque de la Mandchourie, où il y avait les soviétiques, l'industrialisation. Bon, son nom avec un ko à la fin tend vers l'Ukraine, mais il était de l'Union soviétique. Donc il est né de mémoire en Mandchourie, il a été élevé, il parlait couramment le chinois, hein, aussi bien que le russe. Et lui, alors, il était très fantasque et il faisait des week-ends chez lui où les étudiants qui voulaient allaient passer le week-end chez lui. Alors, tout était en chinois. On ne devait parler que chinois. Et sur les portes, il y avait toilettes, cuisine, etc. Bon, je pense qu'on ne pouvait pas se tromper non plus. On poussait une porte, on voyait c'était les toilettes ou la cuisine. Hein. Bon, on ne pouvait pas confondre les casseroles quand même. Donc, mais je n'y suis allée qu'une fois, une seule journée, parce que très rapidement, ça a dégénéré en rigolade, en choses comme ça. Donc j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Mais ce sont des professeurs qui m'ont marqué. Et puis, j'ai obtenu la licence en 75. Et là, je savais qu'on pouvait avoir une bourse pour partir en Chine. Bon, on nous le disait. Hein. Donc, j'ai postulé. C'était 2 ans en Chine. Donc, j'ai postulé et j'ai été retenue. La bataille était difficile, hein, c'était une bataille qui faisait un petit peu rage, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait encore l'université de Vincennes, qui est juste là derrière, hein, qui était cette université expérimentale, post-68, qui avait été construite après 68. Il y avait d'ailleurs M. Gilles Deleuze qui enseignait dedans, donc c'était une ouverture, c'était tout à fait différent. C'est une université, alors on peut le dire, gauchiste, et il y avait beaucoup de maoïstes dedans. À l'époque, c'était quand même l'époque maoïste en France. Et donc, eux postulaient massivement pour aller en Chine. La Chine était fermée. Je vous rappelle quand même que les États-Unis n'avaient pas encore reconnu la Chine, puisque c'est M. Carter, en janvier 1979, et je m'en rappelle bien, puisque j'étais à Taïwan, et que Taïwan manifestait contre cela, hein, c'est évident. Donc, j'ai postulé, je l'ai eu. J'ai obtenu la bourse. On n'était pas nombreux de Jussieu à l'avoir. Je crois qu'il y en avait qu'un ou deux autres. Et on était en fait 6, 7, peut-être 8 non-maoïstes dans ce groupe de 25. 25 Français partaient en Chine, 25 Chinois venaient en France. Hein. Donc, arrivé en Chine, on était à l'Institut des langues à Pékin, dans un bâtiment. On partageait la chambre à 2 filles, 2 Françaises, bien sûr. Et là, ça a été, je suis arrivée en septembre 75. J'ai eu cette chance.
En fait, mon dossier avait été défendu par Madame Viviane Alton, qui m'avait donné d'ailleurs mon sujet de maîtrise, que je n'ai pas fait, je l'ai trahi, parce que je ne pouvais pas. Elle voulait que je travaille sur ce qui était dans la presse du temps de Piling Pikong, critiquer Ling Piao, critiquer Confucius. Donc ça, déjà la linguistique, je n'aimais pas beaucoup. Alors c'était terrible parce que je termine ma vie à travailler à l'Institut de linguistique à l'Academia Sinica, mais à l'époque, la linguistique, ce n'est pas, c'est pas vraiment ce que j'aimais. Bon, bref. Mais en fait, c'est surtout M. Jean Chénaud qui m'avait défendu pour mon parcours. Et en arrivant à Pékin, donc on était bien gardés, on avait, donc en arrivant à la douane, j'avais donc toujours mes 2 Nikon dans mon sac avec mes 2 objectifs 35-105. Et arrivé à la douane, on m'a laissé mes 2 objectifs, mais on m'a pris un de mes boîtiers. Oh, j'en étais malade parce que je vivais avec mes Nikon depuis les années 1970. Je ne quittais pas mes appareils photo. Et on m'a dit, mais lorsque tu sortiras, on te le rendra. Donc j'ai mémorisé. Et donc je suis arrivée à l'Institut, à Pékin. Et le matin, on avait cours, mais comme vous avez bien compris, je suis curieuse. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je cherche. Et je vais jusqu'au bout de ma recherche. Et je suis pugnace, je gêne beaucoup, parce que je pose des questions. Et bon, voilà, c'est pas toujours très agréable. Et donc, avec les maoïs, je fréquentais surtout les non-maoïstes, je n'étais pas maoïste, bien sûr. Donc, avec les non-maoïstes, je tairai les noms de mes compagnons, dès l'après-midi, après le réfectoire, on prenait nos vélos et on parcourait Pékin, la banlieue, et je prenais des tas de photos, bien sûr. Et est arrivé le mi-décembre, quand Kang Chang est décédé. Kang Chang, c'était le patron des services secrets. Donc c'est quelqu'un en Chine, d'accord, pas très aimé quand même. C'est aussi l'initiateur, le créateur, l'inventeur, ce que vous voulez, des Laokai, c'est-à-dire des camps de rééducation par le travail. On sait ce que c'est en Chine, hein, d'accord. Donc la direction de l'Institut nous demande si on veut y aller. Je fréquentais donc les camarades non maoïstes et je fréquentais aussi les Allemands. Il y avait de mémoire 5 Allemands. Donc je fréquentais les Allemands et on dit oui, on veut bien y aller, mais est-ce qu'on a le droit de faire des photos? La direction dit oui, pas de problème. Bon, c'est rien, ces photos, c'est vraiment, j'en ai peut-être 15, 20 maximum, c'est inintéressant. Bien sûr, pas question de faire des photos du cercueil, hein, ça c'était pas ça. Ce qui m'intéressait, c'était l'ambiance. D'ailleurs, un film aurait été plus approprié, mais je n'avais que des Nikon. Donc, je fais quelques photos, des queues pour aller jusque-là, etc. J'avais la permission, et mon camarade allemand aussi. Et puis, nous sommes rentrés, et je passe par les lavabos pour me laver les mains. Je reviens dans ma chambre, et là, il y avait, qu'est-ce que je vais vous dire, 7, 8, 9 Français qui étaient assis sur les 2 lits. Je suis un peu stupéfaite et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit, oui, tu appartiens au 2e monde. Ah, je ne connaissais pas l'expression, je connaissais les grandes puissances, je connaissais le tiers-monde, mais je ne savais pas qu'il y avait un 2e monde, c'est-à-dire nous. Tu appartiens bien au 2e monde, tu as fait des photos, tu vas l'avoir l'alarme. Ah, j'ai gardé ça en mémoire. J'étais stupéfaite. Tu ne te rends pas compte que pour les Chinois, c'est important, c'est grave. La mort de Kang Chang. Kang Chang, grave pour les Chinois? Quand même. Alors je les regardais les uns les autres. Je dois avouer que je ne comprenais pas bien. Tu vas faire ton autocritique. Ah là, non, camarade. Non. J'ai tourné les talons et je suis allée au réfectoire. J'ai retrouvé Fokker et je lui ai dit, ben voilà. Alors, à partir de ce moment-là, la coupure était définitive. Hein. C'était plus la peine de fréquenter les maoïstes. D'ailleurs, ma coturne, qui était Mao, on avait déjà eu une altercation, elle a déménagé, je me suis retrouvée seule dans ma chambre et c'était parfait. On avait déjà eu une altercation, je vais vous le dire, parce que dans nos chambres, au-dessus des portes, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient la propagande. Hein. Et comme j'en ai eu assez au bout de quelques semaines, peut-être même avant, j'ai pris un tabouret, j'ai pris mon couteau suisse
qui ne me quitte pas non plus, j'ai ouvert et j'ai déconnecté. Voilà, de façon à ne plus avoir ça. Donc ça déjà, ça m'avait mis de côté un peu, c'est pour ça que je les fréquentais déjà plus. Enfin, c'est peut-être eux aussi qui ne me fréquentaient pas. Donc à partir de ce moment-là, on a été un peu à l'écart de tous ces gens-là. Et puis, il est arrivé le mois de janvier. Là, on avait des vacances en février, je dirais 2 semaines de mémoire. Et je voulais aller à Hanoï. Je voulais voir le premier tête du Vietnam réunifié. Puisque je connaissais bien Saigon. D'ailleurs, à l'époque, je peux le dire, j'avais 2 passeports. Ce qui m'a permis, et que j'ai gardé très longtemps, qui m'ont servi d'ailleurs pour le Vietnam Sud et Vietnam Nord après, et ensuite qui m'ont servi pour la Chine et Taïwan. Donc maintenant ça c'est obsolète, c'est dépassé, mais j'avais toujours 2 passeports que je ne mélangeais surtout pas. L'administration française, j'avais expliqué, il n'y avait pas eu de problème. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça marcherait, mais bon. Et donc, je demande à l'Institut si je peux aller à Hanoï. On me dit oui, pays frère. Hein. Et puis, Volker me dit, je veux bien aller avec toi, ça me plairait, etc. Je lui dis, d'accord. Donc, on va déposer la demande de visa à l'ambassade du Vietnam. Et puis, en même temps, on se dit qu'on était quand même Pékin, depuis 5 mois. On demande la permission, j'ai les permis intérieurs, de s'arrêter à Shanghai, de s'arrêter à Changsha et de s'arrêter à Guilin. Donc, très bien. Le premier arrêt, c'est Shanghai. Et là, ça a été ma première agression avec Volker. Et Volker, pourtant, était alors 2e, 3e dan de karaté. Je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça que je le fréquentais. C'était une forme de protection. Et arrivé à Shanghai, c'était merveilleux. Alors à Pékin, les toits sont gris, il y avait les Rutong, mais c'est une très très jolie ville, mais un peu grise. Et on arrive à Shanghai, il y a le Bund, il y a le Rangpur, la rivière, tout ce Bund là, ancien bâtiment. Et pour la première fois en Chine, je vois une femme qui portait des bas résille et des talons. Alors je la suivais en disant en Chine, il y a quelqu'un qui porte des bas résille et des talons. Ça me suivait. Puis alors après, on parlait avec les Shanghaïens. Ah, vous venez de Pékin? Ah, les Pékinois des Tu Bao Zi. Tu Bao Zi, c'est dire sac à patates, sac à pommes de terre. Parce que les Shanghaïens, effectivement, étaient, voilà. Et les Pékinois étaient encore avec les bleus de chauffe. Bon, ce qui m'allait très bien, moi, parce que c'était confortable. Et sac à pommes de terre. Bon, très bien. Et puis, comme on prenait de l'aisance à Shanghai, qu'on trouvait que c'est une ville bien plus ouverte et qu'il y avait plein de gens toujours qui nous suivaient, bien sûr, des gamins, Volker a l'idée d'acheter des bonbons. Donc, il achète des bonbons, puis il va pour distribuer les bonbons à des enfants. Et à ce moment-là, arrive de loin quelqu'un, c'est le commissaire du peuple, hein, on sait ça maintenant, et il donne un grand coup de poing dans les mains à Volker, les bonbons sautent, mais le poing lui est arrivé dans le visage. Et là, on a compris, on s'est mis à courir. On a couru. Et on s'est réfugié dans un cinéma. Donc le cinéma nous a gardés dans une pièce, nous a isolés, etc. Donc c'était ma première agression. Mais on n'a pas été les seuls, hein. Beaucoup d'autres personnes l'ont été. Il y en a même quelqu'un qui avait été défenestré. Hein. Donc ce n'était pas une vie très facile. Donc on est allé à Hanoï. Et puis, bien sûr, hein, avant de sortir, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à l'administration. Et puis j'ai dit, je sors. Je quitte la Chine, je vais au Vietnam. Donc je voudrais bien mon 2e boîtier. Alors on m'a dit, ah oui, mais tu vas au Vietnam, tu vas revenir. Ah oui, mais quand je reviendrai, je vous le redonnerai. Hein. Pour l'instant, il faut me le rendre. Donc on me l'a rendu. Et donc quand je suis revenue de Hanoï, en passant la frontière, je me suis dit, ah non, cette fois-ci, on ne va pas me reprendre mon appareil. Ça, c'est pas possible. Donc, j'ai bien gardé l'appareil, les deux objectifs dans le sac. Et l'autre, je l'ai enveloppé. Et hop, je l'ai mis dans ma culotte. Et je suis rentrée vraiment très mince. Voilà. Mais j'avais gardé mes 2 boîtiers. Et personne, on me l'avait pris à Pékin. Et là, je rentrais par le sud. Bien sûr, personne ne m'a demandé où était le 2e appareil. Ils ne le savaient peut-être même pas. Donc j'ai gardé à partir de ce moment-là mes 2 boîtiers. Et c'est vrai que je parcourais la Chine. Je continuais donc ce que j'avais fait au Cambodge et au Vietnam, des photos.
ce que j'aimais beaucoup. J'avais une personnalité dans mes photos. D'ailleurs, je me souviens un jour, un ami, un camarade allemand vient, il ouvre le Nouvel Obs, puis il me dit « ça c'est à toi ». Il n'y avait pas la caption là, le nom de... parce qu'ils étaient à la fin, ils n'avaient pas compris. Parce que dans le grand angle, j'avais une façon de prendre mes photos qui était très spéciale, très particulière. Et je faisais aussi, de très bons portraits. J'aimais beaucoup les portraits. Mes portraits jamais volés, hein, ça c'était pas mon style. Après avoir discuté avec les gens, je leur demandais, et j'aimais beaucoup les portraits parce que là on peut lire beaucoup de choses sur un visage. Donc j'ai continué. Et puis est arrivé le mois de septembre. Je suis partie à Shanghai, on m'a envoyé à Shanghai. Donc la promotion s'est éclatée. Il y avait déjà ceux en février qui étaient partis sur Shenyang, les meilleurs, et il y en avait qui étaient brillants, hein, ça c'est vrai. Une autre quantité un paquet est resté à l'université de Pékin, et d'autres sont partis sur Fudan. On n'était pas nombreux. Donc, en fait, je peux continuer sur les agressions, mais il y en a eu d'autres, il y en a 3 autres. La troisième, c'est au moment de la bande des 4, c'est à Shanghai. Et je me souviens très bien qu'en fait, on partait le matin en usine, alors peut-être pour visiter ou pour faire une journée à l'usine. Et là, on était en bus, on est arrivé au portail, le portail s'ouvre, et face au portail, il y avait un mur blanc. Et il y avait des Chinois qui étaient en train d'écrire Tadao, Tianqing, Wang Hongwan, Chang Chun Tiao, etc. Tadao, à bas. Tianqing, Madame Mao, retournez, barré de rouge. Alors, si vous voyez un jour en Chine votre nom écrit à l'envers et barré de rouge, je pense qu'il faut prendre le premier avion. Et donc, à bas, Tianqing, Chang Chun Tiao, Wang Hongwan et Yao Wanyuan. Et là, le chauffeur est tellement estomaqué qui pile. Et je crie « Heimann, ouvre les portes ». Il ouvre les portes par réflexe. Donc je sors bien sûr une fois de plus mes Nikon, et ce sont mes premières photos de l'arrestation de la bande des 4, qui va bien sûr ensuite nous venir en nouvelles. Mais là, personne n'était au courant. Personne. Donc on part à l'usine. Le lendemain, je me dis, il se passe quelque chose. J'avais quand même été un petit peu dans la presse, donc on sait que ça c'est un... près quelque chose. Donc je prends mon vélo, et hop, je descends en ville. Je descends sur le Bund, et sur le Bund, en hauteur, là-haut, il y avait les premières caricatures de la bande des 4, avec des cordes, je les ai là d'ailleurs, et très laides, hein, de mauvais dessins, vraiment pas les grands artistes. Et après, je pars dans les petites rues perpendiculaires au Bund, et là, il y avait un tas de Zopao dans une des rues, puis je commence à le recopier sur mon petit carnet. Hop, les gens s'agglutinent, comme toujours. C'était manuscrit, donc quand je ne comprenais pas un caractère, les gens m'aidaient à le comprendre, à l'écrire, etc. Quand tout à coup, une fois de plus, quelqu'un arrive de derrière, toujours avec ses bleus de chauve, et il dit « Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Gna, gna, et les gens répondent. Elle est française, elle est à Fudan, et quelqu'un dit... Et elle a même fait des photos sur le Bund. Parce qu'en fait, on était toujours suivis. Hein. Ça, on le savait, mais bon, qu'importe. Je ne pensais pas faire mal, en fait. Et ce monsieur, en fait, c'était 2, et il me dit tu nous donnes tes photos. Donc j'avais mes 2 Nikon là, bien sûr. Je lui dis d'accord, mais sur le Bund. Pas ici, il y a trop de monde, etc. Je ne vais pas ouvrir mes appareils ici. J'avais mon plan, parce qu'arrivé sur le Bund, je me suis dit, comme je m'entraînais tous les jours à courir 2-3 000 mètres, je savais que je ne courais pas trop mal à l'époque. Donc je me suis dit, je vais pouvoir courir à l'hôtel de l'appel, Ruping Fantian, qui est là sur le Bund. Mais arrivé sur le Bund, arrive une voiture, tout doucement une voiture de carte, parce qu'il n'y avait pas de voiture en Chine à l'époque, et les Chinois me poussent. La voiture s'arrête, me pousse sur la voiture, je tombe. Et le réflexe fait, c'est un réflexe bestial hein, quand même, que je me mets, alors, je suis au sol, mais adossé à la voiture, et je me mets à hurler, mais comme une bête, qu'on va achever quelque part, parce qu'ils étaient autour de moi, là, j'ai quand même eu peur, là, je reconnais, et je me mets à hurler. Donc ça leur a fait une forme d'effroi, ils ont fait un bond en arrière, alors là, c'était bon pour moi.
J'ai attrapé mes 2 Nikon comme ça, et j'ai couru, et j'ai couru. Il y en a même un qui m'a fait un croc en jambe, j'ai fait de la haie, et je suis arrivée au Rupping Fan-Tien. Ils ont fermé les grilles derrière moi, mais ils ont réouvert aux 2 commissaires de peuple. Bien sûr, ils savaient bien qu'il y avait quelque chose. Donc, arrivé là, je savais ce qu'ils voulaient, c'était mes films, et je ne voulais pas les lâcher. Donc, j'ai dit tout de suite, je vais aller aux toilettes. Alors, on m'a donné à une jeune fille pour aller aux toilettes, coup de chance. C'était le Rupping, l'hôtel de la paix, donc les toilettes avaient des portes. Parce que dans les toilettes populaires, il n'y a pas de porte au WC, on est les uns à côté des autres. Donc, je me suis enfermée, elle m'a dit, t'as pas le droit de t'enfermer. Alors, j'ai dit, je suis désolée, je ne fais pas pipi devant les autres. Et là, bien sûr, pas été aux toilettes, j'ai vite rembobiné, que vous connaissez, Et puis hop, une fois de plus, dans ma culotte. J'ai coincé ça dans ma ceinture. Et puis j'ai remis des films vierges, et puis je suis redescendue, et là on m'a dit, donne-nous tes films. Donc j'ai ouvert et je n'ai 2 films vierges. Donc ils ont appelé la fac, qui est venue me chercher, je suis remontée, donc ça c'était ma 2e agression. La 3e, c'était à la Noël 76. Et puis la 4e, c'était en 84, donc à Kunming, alors qu'il y avait déjà des touristes. Depuis 80, il y avait des touristes en Chine. Nous étions à Kunming tous les 2. Et là, on était dans un bus, quand tout à coup, il y a un branle-bas. Le bus s'arrête, il ouvre les portes, tout le monde descend, on se met sur le trottoir. Et il y a un convoi de camions qui passe. Dans ce camion, il y a 4 condamnés. 2 de chaque côté, chacun a un militaire derrière lui, le condamné est rasé, on a aussi les photos, et là il y a son nom écrit à l'envers, barré, et sa sentence. En fait, ils allaient au stade pour l'exécution, hein. Enfin, je pense en grande partie. Donc le convoi passe, bon, Gérard et moi, on fait des photos. Dans le dernier camion, le militaire nous pointe du doigt, tout de suite on a compris, hein. On n'était pas débutants en Chine, donc on s'est mis à courir comme des fous, il y avait un hôtel chinois plus loin. Et on nous a enfermés dans une pièce et ils ont téléphoné au gouvernement de la ville qui a dit « Mais non, il y a des touristes aujourd'hui, si on les fait défiler dans la ville, ils peuvent faire des photos, quoi. » Mais on n'a pas bougé, hein, parce que la meute était dehors. Donc, on voit bien que pour résumer, la Chine n'a pas été un long fleuve tranquille pour moi, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a eu les Français. Et là, bon, c'était quand même... C'était pas très élégant, je pense. On peut être d'idées différentes. Et en fait, il ne fallait pas critiquer la Chine. C'est ça le problème. Alors que, bon, c'était quand même pas tout à fait ce qui était dit dans les groupuscules en France. D'autant plus qu'on avait été travailler en commune populaire, qu'on avait vu des choses. Je me rappelle du paysan avec qui je travaillais, je lui ai demandé l'heure si je n'avais pas pris ma montre, et il m'a dit « Ah, tu veux nous imiter ?» Je lui ai dit « Pas du tout. » J'ai oublié ma montre, il m'a dit « Ah, mais tu sais, nous on n'a pas l'argent pour acheter les 3 choses qui tournent. » Donc c'était le vélo, la machine à coudre et la montre. Là, je me suis dit, en effet, bon, après, j'avais fait des parallèles sur les salaires des ouvriers, sur ce que gagnaient les Chinois, les paysans. Donc, il y avait... comment pouvait-on être maoïste? Mais bon, qu'importe. Et quand il y a eu la bande des 4 à Shanghai, il y avait encore... de mémoire, il y avait au moins un maoïste avec nous. Je me souviens... Quand je croisais dans les escaliers, je lui disais « Alors, camarade, la révolution est malade. » C'était pas très gentil, je reconnais. Et je ne veux pas te parler. Il avait raison. Mais bon, qu'importe. Et on écoutait Voice of America qui nous arrivait, bien sûr, de Hong Kong. Puis après, ça a éclaté. C'était autre chose. Donc ça a été ma période Chine. Et quand j'ai quitté la Chine, je suis revenue en France. J'ai validé ma licence d'anglais. Que j'avais passé les UV avant, donc j'ai validé ça et j'ai validé ma maîtrise de chinois que j'avais rédigée à Shanghai avec des professeurs chinois. Puis là, je me suis dit, il faut que je continue, mais vraiment en Chine, je ne crois pas que ce soit vraiment possible à ce moment-là. Donc c'est le moment où je décide de partir sur Taïwan, retrouver mes copines qui, elles, n'avaient pas eu la bourse et qui étaient parties à Taipei. Donc voilà comment je suis arrivée à Taipei.